Une fois, j'ai échangé avec un jeune qui me disait qu'il avait besoin de 3 millions pour lancer son activité. Mais moi, je ne vais jamais donner 3 millions à un jeune pour lancer son activité. Le financement, au départ, non. Commence avec ce que tu as. Bonjour chers amis entrepreneurs. Ce matin, nous avons l'honneur de rencontrer M. Niepa Joël Anani. Bonjour Joël. Bonjour DG. Comment vous allez? Je vais très bien et vous? Je vais bien également. Heureux en tout cas de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette série d'émissions organisée par Côte d'Ivoire PME. Plaisir partagé. Le but de l'échange, de passer quelques temps ensemble et de discuter d'un sujet qui nous passionne tous, qui est celui de l'entrepreneuriat. Donc nous te souhaitons en tout cas la bienvenue à Côte d'Ivoire PME. Merci de me recevoir. Côte d'Ivoire PME qui est une structure mise en place par le gouvernement ivoirien dans le cadre du dispositif public de soutien aux entrepreneurs. Nous avons eu le temps de parcourir votre profil avec l'appui de toute l'équipe au niveau de l'écosystème entrepreneurial. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés de ta part. Déjà en tant que formateur, pour pouvoir, je dirais, travailler à soutenir nos entrepreneurs. Mais surtout que là, de l'aspect formation, vous êtes un praticien. Vous avez déjà initié toute une série d'entreprises. Un élément important aussi que nous avons noté chez vous également est le parcours. Jeune Ivoirien qui commence son parcours académique et professionnel ici en Côte d'Ivoire. Donc il décide de partir à l'extérieur. Et pendant que certains d'entre nous essaient de lorgner de l'autre côté des rives, vous décidez de revenir en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et donc est-ce que déjà vous pouvez nous partager ce parcours-là? Merci DG, merci de me recevoir. Merci à toute l'équipe d'avoir organisé cet entretien. Alors moi, il faut dire que je pars très tôt. Donc la raison du départ, principalement, c'est rejoindre la famille, principalement maman. Donc je pars très jeune. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, je fais tout mon parcours académique et professionnel en France. 14 ans après, donc on est en 2008, je décide d'aller en Angleterre, principalement pour récupérer le mindset des anglophones et la langue. Puisque quand je finis les études en France, on va dire que je n'ai pas l'impression d'avoir les emplois, donc le travail que je mérite par rapport à mes études. Donc je pars en Angleterre pour ajouter l'anglais. Je le dis parce que finalement, arrivé en Angleterre, je récupère l'anglais, mais je décide de continuer les études. Donc du coup, l'agenda change et je passe finalement plus de temps que prévu. À un moment donné, je me rends compte que je tourne un peu en rond pour faire court. Et donc je décide de commencer à m'intéresser à ce qui se passe au pays. Dieu merci, je tombe sur des émissions prestigieuses qui me parlent du pays et de l'entrepreneuriat, donc je vois que ça bouge. Et étant passionné d'économie, lorsque je fais une analyse sur l'économie européenne, je me rends compte que finalement, toutes les grandes puissances ont un regard tourné vers l'Afrique. Je me dis, mais l'Afrique c'est chez moi. Donc je commence à m'y intéresser et puis à mettre en place des petites activités qui se portent plus ou moins bien quand je suis là ou absent. Donc du coup, je décide que finalement, il serait pertinent pour moi de venir carrément m'installer en Côte d'Ivoire pour voir de plus près mes activités, pour mieux les mener, pour qu'elles puissent réussir. Donc c'est ce développement-là, c'est cet état d'esprit, ce constat-là qui m'emmène à entamer mon retour au pays. Ton exemple ressemble beaucoup à celui de nombreux Ivoiriens qui vivent dans la diaspora, qui dans le cadre de leur carrière normale, en tout cas lorsqu'ils viennent en vacances, voient effectivement qu'il y a beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, notre pays connaît une croissance qui est clairement affichée, l'économie se porte bien, et il y a de nombreuses opportunités. Et lorsqu'on est dans la diaspora, qu'on revient au pays, on voit différentes possibilités où on se dit que, il y a différents secteurs où on peut s'intégrer, où on peut initier des activités. Par contre, certains entrepreneurs de la diaspora rencontrent beaucoup de difficultés à démarrer ou en tout cas à développer les entreprises dans nos pays. Je pense que vous avez été un peu trahi dans vos propos. Vous avez dit que mes activités marchent plus ou moins bien, suivant que je suis au pays ou pas. C'est ça. Donc dans quel cas ça marche, dans quel cas ça ne marche pas? Une des premières erreurs, à mon avis, selon mon expérience et mon analyse que font les membres de la diaspora, c'est déjà de croire que l'Occident c'est l'Afrique et inversement pareil. J'aime dire dans les séances de consultation de projets que je donne à des membres de la diaspora qui veulent venir ici, que lorsqu'on veut se lancer en Afrique, il est pertinent, dans une certaine mesure bien sûr, d'oublier tout ce qu'on sait de l'Occident. Sauf bien sûr l'expertise qu'on apporte. Mais je veux dire que dans les mœurs, dans les manières de faire les choses, dans les habitudes, en Afrique, le pays, c'est l'endroit où on fait un programme pour aller à la banque. Ça veut dire que
vous pouvez vous rendre compte qu'aller à la banque, c'est un programme d'une demi-journée. Là où dans un pays occidental, où en 5 minutes, on est sorti. Donc, il y a plein de petits détails comme ça qui font que ça va rendre plus ou moins difficile votre intégration. Donc, c'est de carrément oublier tout ce qu'on sait de là-bas, tout ce qui est structure, tout s'habituer à une nouvelle structure, une nouvelle façon de fonctionner. La présence personnelle de l'entrepreneur, du porteur de projet en Afrique, donc sur place, est déterminant dans la mesure où on arrive à mieux suivre les choses et on arrive à mieux s'organiser pour que le projet en lui-même puisse réussir. Donc concrètement, moi, c'est simple. À chaque fois que j'étais là, l'activité se portait bien. Il y avait des clients, ça tournait, enfin voilà, tous les signaux étaient ouverts. Et lorsque je suis absent, après il faudrait creuser plus loin pour savoir quel est le souci. Mais lorsque j'étais absent, ça marchait moins bien. Donc, et ça, c'est pas un constat que moi j'ai fait, c'est un constat que plusieurs font. Et qui font qu'à un moment donné, on se dit non, on va aller sur place pour gérer ses propres activités, quitte à s'absenter de temps en temps. En quelle année vous amorcez votre retour vers la Côte d'Ivoire? Exactement en 2012. Donc il y a aussi une année critique, on vient de sortir d'une crise. C'est ça. Peut-être on amorce une phase de reconstruction, mais où également il y a beaucoup de challenges en termes d'environnement, c'est ça. Climat des affaires. C'est ça. Et lorsque vous arrivez, quels sont les secteurs que vous visez déjà? De façon, on va dire, logique, je me dirige directement vers l'agriculture. Puisque nous sommes en Afrique, nous avons toutes les potentialités pour réussir dans ce secteur-là, même si pour l'instant on n'est pas à notre plein potentiel. Mais je fonce directement vers l'agriculture sans me poser de questions. Dans le vivrier. D'abord en pleine terre, où j'ai fait un échec cuisant dû à plusieurs facteurs, que je bascule vers l'agriculture hors sol, en milieu rural. Pourquoi l'agriculture? Parce que quand on observe, on se rend compte que l'être humain normal a 3 besoins. Le premier, c'est de s'alimenter, bien sûr. Le deuxième, c'est de se déplacer, j'ai l'habitude de dire, pour chercher plus de nourriture. Et le troisième, c'est de s'abriter des intempéries, donc s'abriter lui-même et abriter les siens. Donc quand vous suivez mon parcours, c'est vraiment voilà, agriculture, transport, immobilier. Vous me demandiez tantôt pourquoi ces secteurs-là, parce que c'est là où se trouve le besoin actuellement. Donc même si on peut avoir l'impression que ces secteurs peuvent être plus ou moins saturés, c'est de rentrer dedans et puis d'essayer de mettre en place certaines innovations pour tirer son épingle du jeu. 2012, 2024, pratiquement plus de 10 ans que vous êtes dans ce secteur d'activité. Et on sait qu'au niveau du secteur agricole, au niveau du développement du secteur privé, il y a beaucoup de défis. Parce que souvent, la production est caractérisée par toute une myriade de petits producteurs. Et donc lorsqu'on décide de s'engager en agriculture, on a beaucoup de défis parce que le milieu dans lequel on exerce, il y a des défis à relever. Surtout quand on veut parler de compétitivité, ce n'est pas toujours facile de pouvoir évoluer en tant que PME. Par rapport aussi aux banques aussi, souvent il y a beaucoup de réticences à accompagner les entreprises dans le secteur agricole. Ça c'est le premier secteur dans lequel vous travaillez. Ensuite, vous vous intéressez au transport. Aujourd'hui, on a la question des VTC, qui sont aussi un secteur qui est en plein essor, mais aussi il y a beaucoup de défis sur la digitalisation du transport. Comment est-ce qu'on tourne une entreprise VTC qui soit en tout cas rentable aujourd'hui? Et également, vous vous intéressez au secteur de l'immobilier. C'est aussi un secteur dans lequel aussi beaucoup de personnes de la diaspora ont des difficultés à pouvoir s'engager, compte tenu d'une part des questions de sécurité foncière ou documentaire, mais également des défis liés aussi au financement de ces projets, l'action des projets où le capital est assez important. Donc comment est-ce que vous vous y prenez? Puisque là, tous ces secteurs ont leurs propres défis. Vous, jeunes Ivoiriens qui revenez de l'extérieur, vous laissez vous attaquer dans ces secteurs. Comment vous vous prenez pour faire face à tous ces aléas-là? Concernant le transport, le principal atout qu'il faut avoir, c'est une bonne équipe de gestion, avec des procédures qui marchent et qui sont suivies et avec des garants de la procédure en interne. Avant, on échouait dans le transport parce que très souvent, c'était fait de façon... voilà, un peu désorganisé, il n'y avait pas de système. Aujourd'hui, nos chauffeurs sont surpris quand ils veulent changer une pièce et qu'on leur dit que la dernière fois qu'on a changé la pièce, c'était en mars. C'était le 14 mars, bon, là je caricature un peu, c'était le 14 mars à telle heure et c'était pas tel chauffeur qui était sur la voiture, c'était un autre chauffeur qui d'ailleurs n'est plus là. On voyait que c'est très précis. C'est précis parce qu'on a un employé, une jeune fille qui fait un travail formidable, a des fichiers de suivi et qui essaie d'être le plus proche de la réalité, ce qu'on ne faisait pas, ce que nos anciens Djoulache, excusez-moi, ne faisaient pas. Voilà. Notre processus de recrutement, il a été un peu plus corsé, avec une théorie et une pratique, même pour un poste de chauffeur. Souvent, ils sont surpris
Parce qu'ils sont plus habitués à ce que on leur demande s'ils savent conduire, on vérifie quand même le permis, on leur donne la clé et puis vas-y. Comment ça travaille? Voilà. Et puis on a mis un système de prestataires autour de l'activité qui font qu'on arrive à baliser les choses pour avoir les meilleures chances de réussir. Mais c'est toujours quand même difficile dans le transport, mais on y arrive. Hier, j'ai échangé avec un prospect. Il m'a dit quelque chose qui a été très déterminant pour moi. Il m'a dit que il avait décidé de ne plus se lancer dans les financements avec des entreprises dans l'immobilier parce que j'ai même enregistré la note à titre de formation. Il le fait parce que c'est moi. Et peut-être qu'il disait ces mots-là sans faire exprès, mais enfin sans faire attention, mais moi ça a été très percutant pour moi parce que je me suis dit, du coup, quelqu'un qui avait décidé de ne plus jamais faire ça, le fait parce que c'est moi. En même temps, ça met un peu plus de poids sur mes épaules parce que c'est encore plus de responsabilité. Mais je vois là que la crédibilité, ça se bâtit avec le temps. Moi, on est dans le confinement de 2020, quand je m'intéresse à tout ce qui est formation sur les réseaux sociaux, donc je crée ma chaîne YouTube Nyepa Joel Anani. Et je commence à donner du contenu gratuit sur l'immobilier, le transport, toutes les activités dans lesquelles j'étais ici en Côte d'Ivoire. Et donc ce sont des personnes qui me suivent depuis 2020, dans la crise du Covid. Donc là, si je n'avais pas fait preuve de régularité dans ce que je faisais et de résilience dans ce que je faisais, je ne pourrais pas arriver à un stade où quelqu'un qui ne veut plus investir accepte d'investir parce que c'est moi. Donc le problème de l'immobilier, enfin le challenge de l'immobilier aujourd'hui, c'est de créer un cadre de sécurité, de transparence pour que les gens puissent, surtout pour les membres de la diaspora qui ont été tellement trahis par leurs proches, désolé de dire ça dans ce podcast, mais c'est ce qu'on me dit dans les séances de consultation. Du coup, même s'ils ont les fonds, et Dieu se sait que le fonds des membres de la diaspora est quand même important, ne veulent pas s'engager à moins qu'il y ait un certain cadre sécuritaire autour. Et je sais que le gouvernement fait le nécessaire pour apaiser un peu ce domaine-là. Donc nous, on apporte notre pierre tout simplement. Aujourd'hui, on est en 2024, le groupe GJA, entreprise, est en place. C'est ça. Aujourd'hui, combien d'employés avez-vous? Directement, une dizaine. Et indirectement, grâce aux chauffeurs, puisque c'est 2 chauffeurs par voiture. On a plusieurs dizaines, enfin une dizaine de voitures. On se retrouve peut-être entre 30 et 50 personnes indirectement. Ça, c'est sans compter l'infographe qui est au Bénin, sans compter le cabinet juridique, bon, qui sont des prestataires, sans compter le stratège en marketing qui est en France. Donc, on sous-traite également, sans compter les différentes structures avec qui on travaille pour le côté RH, comptabilité. Voilà. Donc, à peu près 50 personnes indirectement. Ok, donc aujourd'hui, ceux qui nous suivent, les entrepreneurs qui nous suivent également, font face à beaucoup de défis. Est-ce que le fait d'avoir un portefeuille aussi diversifié, est-ce que ça complexifie également la conduite de l'entreprise ou la conduite de la gestion globale, puisque peut-être dans la même journée, vous devez réfléchir agriculture, vous devez réfléchir transport, vous devez réfléchir immobilier, vous devez réfléchir communication éventuellement. Donc, comment est-ce que le chef d'entreprise, en tout cas, que vous êtes, s'y prend-il? Alors moi, je pense que être dans plusieurs domaines d'activité, c'est pas pour tout le monde. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que je serais malheureux de parler de transport toute une journée. Là, on venait à un podcast, donc c'est le côté formation, branding personnel, et on réglait, j'étais avec celui qui gère l'activité de transport, on gérait des questions sur le transport. D'accord. Peut-être que cet après-midi, je vais parler d'immobilier. Moi, j'aime ça parce que je n'aime pas m'ennuyer. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, là où une personne pourrait dire c'est complexe, une autre personne pourrait dire c'est très intéressant. Donc, moi, je dis que c'est très intéressant, mais ce n'est pas évident. Après, on n'est pas tous conçus pareillement. Voilà, il y a des personnes qui sont très efficaces à gérer différentes choses. Multitâches. Et puis il y a des gens qui vraiment aiment être... par exemple, mon consultant en stratégie marketing, quand je suis au téléphone avec lui et qu'il doit changer un visuel, je dois raccrocher pour qu'il change le visuel. Et moi, je lui dis, mais change en même temps pendant qu'on parle, mais à force de travailler avec lui, j'ai vu qu'il il n'aimait pas le faire, on va dire ça. Peut-être qu'il peut le faire, mais il n'aimait pas le faire. Alors que moi, je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, de plus en plus de jeunes Ivoiriens s'engagent à créer leur propre entreprise, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 10 ans, 15 ans en arrière, pour différentes raisons. Quelle est votre lecture de la situation et puis les défis auxquels ces jeunes font face sont de différents ordres?
souvent des défis liés à eux-mêmes, à leur développement personnel, à leur capacité de leadership. Aussi des défis aussi liés à l'environnement, à l'environnement global des affaires, par exemple, les relations avec l'État sur des questions telles que les marchés publics, les financements et autres. Et donc, lorsque vous regardez tout ce portrait global-là, d'abord les défis liés même à l'entrepreneur, ce que vous côtoyez au quotidien, quel type de conseils, puisque vous parlez aussi de développement personnel, quels sont les défis auxquels ils font face. Et puis également par rapport aux défis liés à l'environnement des affaires, puisque également une entreprise interagit avec un écosystème. Et parfois, beaucoup d'entrepreneurs, par rapport au service fiscal, par exemple, ont des difficultés à se formaliser, vont estimer que, je ne veux pas qu'on me reconnaisse. À la limite, je ne vais pas venir dans la lumière parce qu'ils ont peur de l'État. Et donc, quelle est votre lecture de ces différentes situations? Alors, je souris parce que quand je suis arrivé donc en 2012, je suis resté 3 à 4 ans dans l'informel. Pourquoi? Pas parce que j'avais ce désir-là et pas parce que je ne reconnaissais pas la pertinence d'être formalisé, mais parce que j'avais de peur de toutes parts. Que ce soit les cousins, les neveux, les oncles, tout le monde me disait non, attends. Et on me disait non, non, ne passe pas en entreprise parce que ici, alors vous pouvez couper après, je ne sais pas si je peux dire ça ici, ici les impôts vont te tomber dessus avec 3 millions à payer, 5, donc voilà, c'était des sommes comme ça. Et personne n'arrivait à justifier comment ça se faisait. Donc je me suis dit, mais attends, donc quoi je me suis mis, donc les impôts peuvent te tomber dessus comme ça, et puis après ce qui a été pertinent, c'est que ça soit en France, que ça soit en Angleterre, moi j'ai un système, c'est que je ne me fie jamais à ce qu'on me dit directement comme ça, tant que je sais où aller à la source. Donc c'est en me rapprochant des services étatiques que je me suis rendu compte que pendant 3 ans, en réalité, je n'ai pas aussi embêté que ça. Donc je me suis dit, bon, on me dit, on te tombe dessus, certainement qu'on te tombe dessus après 3 ans. Mais moi, je suis intelligent, je sais que en 3 ans, normalement, j'ai le temps de bien développer ma structure et de faire face aussi aux impôts, parce que payer les impôts, c'est aussi contribuer aussi au développement de son entreprise, puisqu'il y a des services qui sont mis autour. Et je voulais profiter ici pour saluer l'initiative du CPC, parce que je pense à mon niveau à moi que le CPC a été mon déclic pour comprendre qu'en réalité, on peut accélérer la constitution d'une structure ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. D'accord? Et puis derrière, si on accepte de se rapprocher vers les services étatiques, et c'est pour ça aussi que j'ai tout de suite épousé l'idée du guichet unique, puisque j'ai connu ça, c'est vrai, récemment, mais je suis toute votre actualité parce que je trouve que c'est une initiative qui est bonne, qui vise à éduquer les personnes et à leur dire que bon, finalement, le lion dont on a peur est notre ami. Je me suis rendu compte que des fois, on a peur de passer de l'idée à l'action parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer dans l'action. On a peur de formaliser son projet parce qu'on ne sait pas comment les impôts, comment ça va se passer. Les personnes qu'on va recruter, comment les manager. Donc il y a plein d'étapes comme ça qui font peur et qui font que non seulement les personnes ne se lancent pas finalement, ils peuvent avoir un emploi, mais ils hésitent à lancer des projets parallèles pour se créer une source complémentaire de revenus. Et même quand ils se lancent, ils ont peur de se formaliser parce qu'il y a certaines choses qu'ils ne maîtrisent pas. D'accord. Donc, je dirais que là, bien sûr, il y a un pont qui est établi, je veux dire déjà, entre les relations que les entrepreneurs peuvent avoir avec l'État, les discussions qui sont mises en place, telles que le CPC, qui est un partenaire de Côte d'Ivoire PME, et aussi le GUD PME, qui est le guichet unique de développement des entreprises. Donc, ils sont une série d'initiatives mises en place par l'État de Côte d'Ivoire pour pouvoir accompagner les entreprises dans la création de richesses. Parce que, comme on le dit, l'État a son rôle à jouer, bien sûr, dans le développement d'un pays, mais c'est sûr que c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Et c'est pour ça, bien sûr, que l'État met en place cette disposition. Et donc, effectivement, le point que en tout cas, vous établissez est effectivement important, parce que beaucoup d'entrepreneurs pensent à tort ou à raison que les services de l'État, forcément, ne sont pas pour les accompagner, et qu'ils sont là peut-être pour abuser parfois, ce qui n'est pas forcément vrai, puisque aujourd'hui, au niveau des impôts, il y a bien sûr toute une série de prix en fonction de votre niveau de business. Les montants à payer sont relativement bien établis. Et également pour un entrepreneur que de déclarer ses employés à la CNPS, c'est un facteur de motivation et c'est important pour le capital humain. Ce faisant, bien sûr, il y a les dispositions liées à avoir la bonne information sur les bonnes formations pour pouvoir le faire. Mais un élément qui est important, c'est la question du mindset. Et donc, vous, aujourd'hui, lorsqu'on regarde votre parcours depuis plus d'une dizaine d'années, je pense que vous avez pu déjà traverser cette vallée de la mort. Vous avez des amis, des parents qui vous regardent de l'autre côté de la rive et qui essaient de vous dire comment je fais pour y arriver, parce que je suis pratiquement à bout.
J'ai beaucoup de défis liés au financement, j'ai beaucoup de défis liés aux ressources humaines. J'ai des besoins familiaux, je n'ai pas de perspective, il y a les marchés publics, tout cela qui m'assaille au quotidien. À tout ça, qu'est-ce que vous répondez? 3 choses élémentaires selon moi, selon mon expérience, dont tout entrepreneur, tout porteur de projet a besoin. D'abord, c'est l'idée. Ensuite, c'est les compétences. Okay. Et troisièmement, c'est le mindset. On peut avoir l'idée, elle peut être géniale, mais si vous n'avez pas les compétences, ce n'est pas très grave. Ce qui va se passer, c'est que vous allez commencer maintenant à investir plus d'argent pour acquérir ces compétences-là. Si vous n'avez pas le mindset, vous aurez l'idée, vous allez investir beaucoup d'argent pour investir dans les compétences, mais si vous n'avez pas de résilience, de courage, de capacité d'adaptation, vous allez vous retrouver encore dans une position d'échec. Pourquoi je dis les compétences? Parce qu'aujourd'hui, vous verrez un jeune qui a un produit à vendre, donc qui veut vendre un produit ou bien qui conçoit un produit, mais qui ne se rend pas compte que derrière, il lui faut des compétences en marketing pour vendre ce produit. Qu'il lui faut des compétences en management, ne serait-ce que pour gérer la seule assistante peut-être qu'il aura. Ensuite, il lui faudra des compétences en comptabilité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de compétences qui vont au-delà du simple fait de dire j'ai une idée, je me lance. D'accord. Et puis bon, donc du coup, ça peut être développé sur plusieurs axes. Maintenant, c'est pas très grave si on ne les a pas. Mais après, il faudra maintenant avoir un capital de départ suffisant pour prendre un comptable. Parce que l'entrepreneur, quand il débute, normalement, il est seul. S'il a de la chance, ils sont 2 avec l'assistante. Donc, il faille que lui et son assistante puissent cumuler suffisamment d'expertise pour pouvoir démarrer dans un premier temps, acquérir les fonds nécessaires pour pouvoir maintenant payer un comptable, payer un développeur, payer un infographe, et ainsi de suite. Voilà pourquoi on dit que tout le monde peut devenir entrepreneur, mais tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Tout le monde peut lancer un business. Mais ce qui va être déterminant dans ce processus-là, c'est d'essayer d'avoir, en Afrique, c'est pas trop développé, même si ça commence à se mettre en place, le système de mentoring. Voilà, avoir quelqu'un qui a déjà fait ce que tu souhaites faire et puis essayer, pourvu que cette personne soit bienveillante, qu'elle puisse t'accompagner à réussir comme lui ou plus. Voilà. Donc c'est l'analyse que je peux faire par rapport à cette problématique. Merci beaucoup pour ce développement, puisqu'effectivement, en plus de vos activités de gestion d'entreprise, je dirais que vous êtes un coach et aussi un écrivain. Donc, on a ici quelques-uns des ouvrages. Est-ce que peut-être brièvement, vous pouvez nous présenter un peu les différentes publications que vous avez à écrire? Mais il était pertinent pour moi dans un premier temps, puisque je ne communiquais pas assez sur ce que je fais et ma personne, de présenter d'abord une autobiographie qui est de l'Europe à l'Afrique, le parcours d'un retour réussir au pays, qui retrace un peu tout mon parcours personnel en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur. Et met l'accent sur les raisons de mon départ pour l'Occident, tout mon parcours en Occident, donc en France puis en Angleterre, et puis les raisons, les motivations et les actions que j'ai entreprises pour retourner dans mon pays d'origine. Donc c'était un premier ouvrage autobiographique sur moi-même, pour dire qui je suis et puis par la suite pouvoir sortir des livres derrière à thématique qui en réalité existaient bien avant l'autobiographie. Donc l'un d'eux, c'est de l'idée à l'action, les 15 étapes clés pour lancer une activité rentable rapidement. Et puis finalement, en tant que passionné d'économie, j'ai voulu sortir un essai sur l'agriculture, sur une exploitation agricole où j'ai tiré, de par mon expérience et puis des différentes lectures que j'ai pu faire, 4 piliers fondamentaux pour pouvoir bien évoluer dans une exploitation agricole. Donc ce sont les 3 ouvrages actuellement qui sont disponibles tant sur Amazon ou directement à Abidjan ici, soit au siège ou alors tout simplement en contactant les différents numéros des assistants. Nous apprécions ces contributions puisque notre rôle c'est d'accompagner les entrepreneurs. Et bien sûr, parmi les services non financiers qui sont offerts à l'entrepreneur, au-delà de rendre accessible la bonne information, de former et autres, on pense que des éléments importants, bien sûr, sont les aspects de mentoring et de coaching que vous mettez en avant. On ne pourrait pas conclure cet échange sans aborder un dernier point important qui est celui du financement.
Donc, à partir du moment où on commence à échanger avec un entrepreneur, la question du financement finit par ressurgir. De nombreux entrepreneurs mettent en avant le manque de financement auquel ils font face dans le cadre du lancement ou du développement de la croissance de leurs entreprises. Sur ces points précis-là, vous en tant que coach, mentor et puis également, je dirais, gestionnaire d'entreprise, pour vous, que représente la question du financement dans le dispositif de développement d'une entreprise? Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se lancent pas parce qu'elles pensent que le problème, c'est le financement. Oui, on a besoin d'argent. Mais de façon générale, moi, je dis, quand on lance une activité, on n'a pas besoin de financement. On a besoin de commencer avec ce qu'on a. OK? Si tu n'as pas d'argent aussi, ne commence rien. D'accord? Mais n'aie pas la volonté de commencer quelque chose et te laisser bloquer par le financement. Maintenant, quand on en vient au financement, il s'agit de combien? Moi, il y a des jeunes que j'accompagne, à qui je donne des projets de 50 000, mais qui n'en veulent pas. Ou des projets de 100 000, mais qui n'en veulent pas. Ils veulent des projets qui vont commencer à 1 million, à 3 millions, à 4 millions. Pourtant, au départ, ils n'ont pas de fonds. Voilà, pourtant, au départ, ils n'ont pas de fonds. Une idée sans action, on a tous plein d'idées. Moi, j'ai des idées, je sais que je ne les réaliserai jamais parce que je ne vais pas rester suffisamment longtemps pour pouvoir toutes les mettre en pratique. Donc, j'applique les idées dont j'ai les moyens que j'ai les moyens d'appliquer. Voilà. Un jeune qui a 100 000, il trouve quelque chose à commencer avec 100 000. Il y a un stade où on parle de financement, c'est quand on s'est lancé et qu'on arrive à des problématiques réelles. Acquisition de matériel. Par exemple, diversification. Mais avant ça, personne ne va mettre un financement à votre disposition si vous n'avez pas pu prouver quelque chose. D'accord? Même, les parents, papa, maman, peut-être le feraient pour vous donner un coup de pouce. Mais personne de normalement constitué. Une fois, j'ai échangé avec un jeune qui me disait qu'il avait besoin de 3 millions pour lancer son activité. Mais moi, je ne vais jamais donner 3 millions à un jeune pour lancer son activité. Le piège même est dans le mot, lancer son activité. Ça veut dire que les 3 millions, potentiellement, il pourrait les perdre. Puisqu'il est en train de lancer l'activité. L'entrepreneuriat, il n'y a rien qui est garanti. Voilà, il veut lancer mon argent. Voilà. Personne ne va vous donner 3 millions. Je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai dit, personne ne va te donner 3 millions à aller perdre. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur qui aime les bonnes choses, je sais comment gaspiller 3 millions. Et je ne vais pas te laisser faire ça à ma place. Je sais le faire, je sais où aller à Abidjan pour gaspiller 3 millions. Donc je ne vais pas te permettre de les faire. Par contre, si tu me montres que tu as eu la capacité, par exemple, quand on vient vers quelqu'un, on lui dit, j'ai commencé tel business avec mes 100 000, ok, voici les résultats que j'ai obtenus. Aujourd'hui, il me faut 250 000 pour peut-être prendre plus de marchandises. Vous voyez que ça, c'est déjà plus intéressant à accompagner. Parce qu'on se dit, ok, il a déjà commencé avec ses propres moyens, ça c'est si c'est vrai. Deux, on lui pose des questions, tu t'approvisionnes où? Je m'approvisionne en Turquie, je m'approvisionne à Adjamé. Ok, comment tu commercialises? Comment tu fais ton marketing? Je fais de la publicité, d'accord. Où sont tes clients? Ils sont à Cocody, ils sont ici. On voit que le jeune déjà, il maîtrise un peu son activité. Un mini plan d'affaires. Voilà, il a un mini plan d'affaires. On sent qu'il sait de quoi il parle. À ce moment-là, on peut investir dans ce jeune-là. Donc, pour moi, le financement, ok, mais moi, j'ai rencontré des grands entrepreneurs, je n'ai pas parlé d'argent. Mais dernièrement, j'ai rencontré Stan Zézé au SILA, Salon international du livre d'Abidjan. Si j'avais pu ne même pas sortir un mot, je l'aurais fait, mais dans un échange, voilà, il fallait qu'il sente que c'était quand même interactif, mais j'écoutais. J'écoutais et j'ai noté tout ce qu'il a eu à me dire. Et donc, le financement au départ, non. Commence avec ce que tu as. Il arrivera un stade où c'est même les gens qui vont dire, mais tiens, est-ce que tu n'as pas besoin d'accompagnement dans ton activité? Là, ce sont des personnes peut-être qui observent autour. Voilà. Après, les banques, voilà. Si tu es crédible et si tu es capable de monter un bon tracking au niveau de tes activités, elles t'accompagnent. Après, il y a les microfinances qui sont moins exigeantes, mais toujours, on en revient toujours à qu'est-ce que tu as déjà commencé à faire, comment tu l'as fait, où tu en es et pourquoi tu as besoin de passer à un autre niveau. Voilà. Mais moi, personnellement, je n'aime pas mettre le financement. Je ne vais pas en faire un problème. Au moment où vous avez conclu cet entretien, je vais vous inviter en tout cas, un mot de motivation à l'endroit certainement de
la diaspora. Ils sont parfois à l'extérieur, ils admirent toutes les opportunités qu'il y a au pays. Donc pour ceux-là, quel mot de fin, mais également aussi pour l'ensemble des entrepreneurs sur la question de la formalisation. Moi, je pense que tout se résume à l'accompagnement. Si j'étais resté dans ma peau de membre de la diaspora, avec tout ce qui se disait autour, j'aurais été apeuré par tout. Peut-être même que je ne serais même pas venu d'abord, si j'avais voulu écouter. Se faire accompagner, ça peut coûter de l'argent. Voilà pourquoi je salue encore l'initiative de cette institution qui me reçoit aujourd'hui. Donc je suis très très honoré d'être là, soit dit en passant. Et toutes les autres initiatives qui sont mises autour, qui visent à informer, sensibiliser les entrepreneurs locaux pour leur dire que, ok, vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, mais il faut venir vers nous pour pouvoir avoir les informations, parce que vous ne pouvez pas aller vers tout le monde sachant que vous ne savez pas où tout le monde se trouve. Donc voilà, donc c'est accepter de se faire accompagner par le gratuit. Le GUD me fait penser à la chambre de commerce en Europe ou à la chambre de l'artisanat pour les artisans. Ils développent des formations, ils informent. L'entrepreneur ne se sent pas seul. Il y a un processus d'accompagnement gratuit. Parce que bon, on suppose que l'entrepreneur, au départ, tout ce qu'il a, c'est pour investir dans son business. Voilà, donc je salue ces initiatives-là. Aux jeunes maintenant, aux porteurs de projets, de s'approcher de ces institutions-là pour prendre l'information, ils verront qu'ils passeront très rapidement à l'action parce que finalement, il n'y a pas autant de peur à se faire. Maintenant, un message au monde de la diaspora, c'est de tout simplement regarder mon parcours. La peur, c'est de se dire, est-ce que si on va en Côte d'Ivoire, on pourra vivre? Est-ce que les enfants seront à l'aise? Ça, ce sont les peurs, de façon primaire. Voilà. Après, il y a l'instabilité. Bon, voilà, il y a d'autres choses, d'autres facteurs, à raison ou à tort, qui peuvent venir influencer leurs décisions. Mais moi, tout ce que je consulte plusieurs fois dans la semaine, lors de mes consultations de projet, c'est de dire que moi, je suis là. Les enfants sont là. Madame est là. Tout le monde est épanoui. On fait ce qu'on a envie de faire. L'Occident n'est pas pareil, n'est pas différent tant que ça de l'Afrique. Sauf que ici, je suis chez moi et je fais ce que j'ai à faire et ce que j'ai envie de faire. Donc c'est possible de rentrer au pays, créer des structures, si on a les bons accompagnements, faire venir la famille et puis y vivre normalement. Voilà, donc c'est de les inviter massivement à le faire. Parce que quand on sait que la Russie regarde vers l'Afrique, la Chine regarde depuis très longtemps vers l'Afrique, la France a des regrets de ne pas avoir bien canalisé l'Afrique. Tout le monde regarde vers l'Afrique. Quand tu es africain, tu viens, tu es dans ton élément, tu es dans ton environnement, tu pourras plus facilement te développer. Et surtout, cette expertise extérieure qu'on a, elle est très, très, très pertinente ici. Parce que pendant que les locaux vont circuler dans un environnement et ne rien voir, bizarrement, le membre de la diaspora qui a connu l'extérieur, pas forcément l'extérieur de la Côte d'Ivoire, tu peux même être à Abidjan, tu peux venir de l'intérieur du pays et puis voir des choses que, parce qu'ils sont dedans, donc ils ne voient pas. Donc en venant de l'extérieur, il y a la possibilité de créer ce qui existe déjà, pourvu qu'on accepte d'adapter ça aux conditions locales. Toi, Joël, j'aimerais te remercier pour cet échange franc. Je pense que c'est un mot d'espoir à tout cas par lequel nous terminons notre échange ce matin. Déjà à l'endroit de la diaspora, il a dit que en tout cas, le pays appelle tous ceux qui en tout cas veulent venir pour investir. L'État a mis en place des dispositifs d'accompagnement. Déjà, vous avez cité le CPC qui est la porte d'entrée. Ensuite, vous avez le dispositif du GUD qui comprend son 5 Côte d'Ivoire, première société de garantie. Donc, des instruments sont développés par l'État pour pouvoir accueillir cette diaspora et bien sûr les accompagner à pouvoir apporter toutes les contributions dans notre pays. Également pour les entrepreneurs locaux qui sont sur place, on est conscient de ce que parfois côtoyer les structures publiques peut susciter des craintes à tort ou à raison, mais que des discussions sont prises avec déjà un dispositif public d'accompagnement. Mais à côté de cela aussi, vous avez des fédérations, des associations d'entrepreneurs, vous avez la chambre de commerce, la chambre d'artisans comme vous avez cité. Donc différents acteurs sont en place pour accompagner ces entrepreneurs-là, bien sûr, vers le développement des activités, mais surtout les inciter au service fiscal, parce que c'est avec la contribution de tous que nous allons pouvoir construire le pays, que nous allons pouvoir créer les conditions favorables pour le développement de nos activités. En tout cas, on vous remercie pour votre générosité. Vous avez en tout cas partagé beaucoup d'idées, beaucoup d'opportunités de développement. Nous vous remercions et à la prochaine. Merci déjà. Merci. Merci.
Côte d'Ivoire PME, accompagner l'audace et l'ambition de nos entrepreneurs.